Je regardais dans mes vidéos et je me suis aperçue que ça faisait au moins 6 mois qu'on n'avait pas fait de date lecture. Donc aujourd'hui, on revient au classique. Bonjour tout le monde, je suis Nina Gorlier, autrice et lectrice de l'imaginaire, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne À la croisée des plumes. Alors, avant de commencer, petit point technique, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un nouveau venu là. Je teste un nouveau micro pour les enregistrements. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, si le son va être de qualité ou non. J'espère que je vais pas me louper sur ce coup-là. Alors, pour les fans de mon micro boule de neige, vous inquiétez pas, je le garderai pour les vidéos essais parce que j'aime bien, ça fait un peu sérieux, présentatrice journaliste à la télé, je sais pas, j'aime bien. Mais pour les formats un peu plus cool comme les update lecture par exemple, je teste ce micro-là. Aujourd'hui donc je vous propose de vous présenter mes dernières lectures. On a une lecture de toute fin 2025 dont je me suis dit que ça serait intéressant de vous en parler parce que je vous avais chroniqué le tome 1 sur la chaîne. Et le reste, c'est mes premières lectures de l'année. Vous allez voir, dans l'ensemble, c'était assez positif, même très positif. Donc je vais vous présenter tout ça. Mais avant, on reprend le traditionnel présentation vidéo avec un thé. Le thé que je bois aujourd'hui, c'est thé noir et vert, saveur cassis vanille du comptoir de Mathilde. Je vous montre, mais je sais pas du tout ce que ça fait. Est-ce que ça fait focus? Vraiment, la booktubeuse en carton. Qui était un cadeau d'anniversaire. Et avec ça, j'ai mon mug qui va peut-être être le mug spécial update lecture que j'ai eu au Secret Santa du travail. Sur ce, on commence tout de suite. J'ai avec moi mon carnet Jules Verne, qui est mon carnet de lecture, en fait, où je note depuis 2 ans toutes les lectures que je fais. Donc voilà, je vais me baser là-dessus pour vous donner mes avis. Et là, quand j'ai fait la moyenne de mes premières lectures, on est sur 18 sur 20. Oui, ça c'est mon côté prof très scolaire. Et je commence avec un roman que je n'ai plus à ma possession actuellement puisque je l'avais emprunté à ma maman, si vous voulez tout savoir. Il s'agit de mon Florvesco de l'année puisque je lis un Florvesco tous les ans et cette fois c'était 2 capes et 2 mots, la version poche et qui est, si je ne me dis pas de bêtises, un de ses premiers, peut-être son premier même. Donc c'est drôle que j'ai fait à l'envers quoi. Le dernier d'elle que je découvre, c'était son premier. À ce jour, j'ai tout lu ce qu'elle a écrit. J'espère qu'elle en sortira un bientôt parce que, comme vous allez le voir, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et une fois encore, elle ne m'a pas déçue. De cap et de mots, c'est l'histoire de Cérine, une jeune fille, une adolescente, jeune adulte, qui est une jeune noble désargentée. Enfin, avec sa famille et ses parents et ses nombreux petits frères, elle vit dans un château qui est en ruine, qui est en train de vraiment, qui tombe en ruine à tel point qu'au début, on a vraiment il y a beaucoup d'humour chez Flore Vesco comme d'habitude et la description des repas que la famille la famille est obligée de manger des repas mais genre on a 3 miettes de pain et 2 liens de raisin. Vous voyez ce genre de choses? C'est une famille vraiment qui a perdu de sa superbe, qui est très endettée, à tel point que Céline Akabo est une jeune noble, elle a jamais appris à lire. Tout ce qu'elle connaît des histoires, c'est les livres les lectures que lui faisait son père dans la bibliothèque. Mais un jour, son père va décéder et là, il y a plus grand chose, trop de choix qui s'offrent à elle. Sa mère s'apprête déjà à se débarrasser d'elle, la marier, ce qui va être dur puisqu'elle n'a pas de dot. Donc elle va prendre son destin en main, Céline, prendre ses clics et ses claques. Non, je dis n'importe quoi. Elle part sans rien puisqu'elle n'a rien. Et elle décide en fait d'aller tenter sa chance au château du roi et de la reine, à la cour, pour devenir dame de compagnie de la reine. Et il faut savoir que dans ce monde, être dame de compagnie de la reine, c'est pas du tout repos. Cette reine, elle a la fâcheuse tendance à
à changer de dame de compagnie tous les jours presque. En fait, limite, elle a tellement renvoyé de jeunes femmes qu'il n'y a plus personne de disponible, il n'y a plus beaucoup de candidates. Voilà, elle est très 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 particulière, cette souveraine. Elle a un caractère de cochon. Elle est, euh, elle est orgueilleuse, capricieuse, enfin tout ce que vous pouvez imaginer de pire en tant que souveraine. Et donc, Ségine va tenter sa chance au château. Elle va devoir affronter plusieurs épreuves, puisque je rappelle qu'elle débarque vêtue seulement de sa robe, avec elle ne possède rien d'autre que son intelligence, parce que même si elle a jamais appris à lire et à écrire, ça reste quelqu'un de très très futé. Elle va utiliser cette intelligence, cette ruse, son imagination et les récits qu'elle a retenus de son défunt père pour se faire une place au château et la conserver. Moi, j'aime toujours ce que propose Florvesco. J'avais commencé avec ses réécritures de contes. Du coup, il y a Dor et d'oreiller, qui est une réécriture de la princesse au petit pois, et de Délaisser ses enfants du petit poucet, et L'étrange mais l'aventure de Mirella, qui est le joueur de flûte de Hamelin. Voilà. J'avais adoré. Et là, on retrouve les mêmes ingrédients. Même si c'est pas une réécriture de conte de Cap et de mots, il y a quand même cet aspect un peu conte, parce que voilà, on est dans un château, un roi, une reine, mais c'est très drôle, presque grotesque. Les personnages sont grotesques parce que ça dépeint, c'est une satire en fait de cette cour, de cette société des apparences, où il y a des modes complètement farfelus. Moi, j'imagine vraiment ça inspiré des, vous savez, 18e siècle, à l'époque de Marie-Antoinette, vous savez, les caricatures avec ces femmes qui ont des perruques énormes avec des aquariums, des bateaux, comme dans Bridgerton, la reine dans Bridgerton, c'est ça, vous voyez. Et des modes à la noix ridicules et tout. Et c'est vraiment la société du paraître, parce qu'on ne veut pas sortir du lot, on ne veut pas n'être pas à la mode, voilà. Et en fait, Céline, quand elle arrive, la scène où elle est présentée à la reine avec les autres candidates, chaque candidate doit offrir quelque chose, enfin prouver sa valeur, parce que c'est comme un entretien d'embauche, pour être acceptée par la reine, qu'elle devienne demoiselle de compagnie. Et Céline, elle arrive, mais moi, j'ai déjà qu'elle débarque un peu par les cuisines, elle est un peu prise par hasard. Et là, elle se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et donc là, elle fait un compliment à la reine. Elle lui dit, vous êtes encore plus belle qu'une esperlune. Et la reine, qui ne sait pas ce que c'est une esperlune, mais qui, en tant que reine, ne veut pas perdre la face et oser demander à cette jeune fille, mais qu'est-ce que c'est? Parce que la reine ne demande pas, la reine sait tout. Et ben, elle va faire bien sûr, elle sait ce que c'est. Et du coup, Esperlune va devenir un mot à la mode à la cour. Et Céline va être tout de suite considérée comme quelqu'un de très lettré, et donc va avoir sa place à la cour, du moins un temps. Est-ce qu'elle va la conserver? C'est ça ce que j'ai adoré, cette ingéniosité, cet humour. Le personnage de Céline, comme toutes les autres héroïnes de Flore Vesco, est très très attachante. Ça a été un régal, vraiment c'est un petit trésor comme ça, c'est de la jeunesse. Alors je l'ai lu aussi, ma mère l'avait acheté parce que il est recommandé dans les nouveaux programmes de français du cycle 4, donc 5e, 4e, 3e. Et je pense que ça pourrait plaire aux élèves, j'espère en tout cas, parce qu'il y a vraiment ce jeu sur la langue française, sur ces mots inventés, ces mots valises, qui est vraiment succulent, c'est vraiment judicieux, j'adore. Et aussi, il y a ce côté-là aussi, il va y avoir l'introduction d'un personnage d'un bouffon, puisque c'est Nam la conteuse qui me l'avait conseillé de lire ce roman pour ma vidéo que je veux faire sur les bouffons dans l'imaginaire. Il y a un personnage de bouffon qui apparaît à la cour à un moment donné, et qui, moi j'adore les personnages de bouffon, parce que ils ont, sous ce rôle de fou du roi, de bouffon, ils peuvent se moquer de tout le monde, et c'est leur rôle, sans avoir de répercussions, de représailles. Et le personnage et l'autrice à travers le personnage s'en donnent à cœur joie. Franchement, j'ai adoré cette lecture. Pourquoi pas, si vous voulez découvrir Flore Vesco, commencez par celui-ci, avant de s'attaquer à ces réécritures de contes. Mais en tout cas,
C'est une autrice française d'imaginaire de jeunesse incontournable, à la plume brillante, que je vous conseille 1000 fois si vous ne l'avez pas encore déjà découvert. Lecture suivante. Et là, on va passer sur un genre complètement différent, avec Bruges la morte de Georges Rothenbach, qui est un écrivain belge. Un livre qui m'a gentiment été prêté par Perceline, parce que j'en avais besoin dans le cadre d'une vidéo, une vidéo qui est, c'est la dernière sortie sur la chaîne avant celle-ci. C'est ma vidéo essai sur le trope Hunting the Narrative, les personnages qui hantent le récit, qui hantent la narration. Et Bouge la morte, c'était vraiment pour moi un cas d'école, quoi. C'est vraiment un des exemples les plus concrets de ce trope. Je l'ai découvert, j'ai assez bien aimé. Alors, fallait savoir que j'étais un peu familière avec l'histoire de Bouge la morte, puisque ce roman, donc ça c'est 19e siècle, hein, puisqu'il est mort en 1898. Ça se passe fin 19e. Il a inspiré le roman d'Entre les morts ou d'Entre les ombres, j'ai un doute, de Boileau-Narcejac. Boileau-Narcejac, c'est un duo de romanciers français dans le policier qui ont fait toute la série des Sans-Atouts. Vous avez peut-être lu ça quand vous étiez jeune. Voilà. Et en fait, ce roman d'Entre les morts de Boileau-Narcejac a été adapté au cinéma, et c'est sûrement l'adaptation qui éclipse les deux autres romans. C'est Le Vertigo d'Alfred Hitchcock, alias Sueur froide en français, qui est mon film préféré d'Alfred Hitchcock, je pense. Un film qui me fascine, qui parle en fait de l'histoire d'amour brisée et qui va se transformer en obsession d'un homme qui va croiser en fait le sosie de la femme qu'il a aimée et qu'il a perdue. Bouge la morte, on suit donc l'histoire d'Hugues Viane. Hugues Viane, c'est un jeune veuf, quoi. Il a la quarantaine, et donc il a perdu il y a quelques années son épouse bien-aimée, une épouse qu'il idéalise vraiment, qu'il trouvait magnifique. Elle est décrite avec sa chevelure d'un blond hors du commun, un blond au reflet étrange, à tel point que sur son lit de mort, il a coupé la tresse de la chevelure blonde pour la garder. Il a un autel un peu à la mémoire de sa femme dans sa maison, parce que sa vieille domestique, qui est très religieuse, un peu bigote, trouve touchant, mais peut-être un peu étrange. Genre, on n'a pas le droit de toucher à cet autel, à la mémoire de la défunte qui, de mémoire, n'est jamais nommée. Et donc, lui, il s'est installé dans la ville de Bruges, en Belgique, parce qu'il y a un parallèle qui est fait entre la ville et la femme décédée, d'où le nom Bruges la morte, que je trouve très très beau. Il va s'installer là parce que la ville est décrite comme triste, morne. Vraiment, c'est le reflet de son deuil, de sa mélancolie, et ça lui rappelle, en fait, ça entretient même ce sentiment, cet état d'être de profonde tristesse. Donc, il déambule souvent le soir, solitaire, le long des canaux de Bruges. C'est une ville magnifique, si jamais vous connaissez pas d'ailleurs. Et il y a de magnifiques descriptions. Et en fait, dans cette édition-là, il y a des photos de Bruges qui agrémentent le récit au fur et à mesure de la lecture. Donc vraiment, ça nous plonge vraiment dans cette ville très très belle, cette espèce de Venise belge. Et un soir, lors d'une de ses promenades, il va être vraiment s'arrêter, stupéfait vraiment, parce qu'il y a une apparition. Il croise une femme dans la rue qui est vraiment, du coup, le portrait traché, le sosie de sa défunte épouse. Le premier soir, il va la suivre et perdre sa trace, donc il va être désespéré, il dit: est-ce que c'était un fantôme, est-ce que j'ai halluciné? Et puis un jour, il va la recroiser, cette fois la suivre jusqu'au théâtre où elle travaille parce qu'elle est actrice. Et va commencer là une obsession pour cette actrice qui s'appelle Jane, de mémoire, elle est nommée pour le coup, qui va essayer donc à travers elle, de ressusciter cette femme. Donc il va cet amour obsessionnel, et je mets vraiment l'accent sur la notion d'obsession parce que
à travers Jane, c'est une morte qu'il aime. Est-ce qu'il peut vraiment aimer Jane pour qui elle est? Puisqu'en fait, elle est le portrait traché, mais elle a pas la même personnalité, et cette personnalité de Jane va se dévoiler au fur et à mesure. Est-ce qu'il peut l'accepter? Est-ce que ça va changer l'image de sa défunte femme qui, elle, en étant morte, est à jamais parfaite, puisqu'elle ne peut plus faire quoi que ce soit pour le décevoir, puisque qu'elle n'est plus là, et on a tendance à idéaliser toujours ce qu'on a perdu et à retenir que le beau. Vraiment, c'est une notion magnifique. C'est un livre sur le deuil. C'est la façon d'écrire le deuil. Je vous lirai un passage après. Waouh, 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 waouh. Là, j'ai l'édition de Perceline qu'elle avait annoté, mais il y a tellement de magnifiques passages qu'elle a noté, et que moi aussi, enfin. Et il y a un côté, bien sûr, évident de malaise qu'on retrouve dans Sueur froide. J'ai pas lu Le Bois, l'eau et Narce Jacques, mais c'est prévu. Mais dans le film d'Hitchcock aussi, on le retrouve, parce que bien sûr, on sait que ces deux femmes, elles ont beau se ressembler, c'est pas la même chose. Et quand même, il va s'attacher à cette inconnue, celle dont il ne sait rien, et projeter l'image de sa femme. C'est un peu glauque quand même, c'est un peu stalker. Et surtout que c'est une actrice, et je vous ai dit, ça se passe fin 19e siècle. À cette époque-là, être une actrice, c'est vu un peu, tu sais, c'était un peu les métiers comme des chanteuses, des courtisanes, voilà. Vraiment, c'était des femmes qui étaient souvent entretenues, les maîtresses de riches maris. Donc en fait, cette relation-là va pas forcément être bien vue par le voisinage, par la vieille domestique, par contre. Donc il va pas forcément l'assumer, Hugues, parce que d'un côté, il a aussi l'impression de trahir sa femme, et puis qu'est-ce qu'on va dire, parce que le rôle du veuf endeuillé, ça fait lui donner une certaine noblesse aussi, ce personnage romantique. Voilà, je vous dévoilerai pas la fin, mais je devinez où elle est la fin, aussi parce que bah ça inspirait le roman qui a inspiré Vertigo, et je connais Vertigo, donc on va vers quelque chose de semblable. J'ai vraiment adoré, mais le point fort vraiment de cette lecture, c'est cette ambiance. Dans ma vidéo sur l'antique The Narrative, je le mets vraiment la partie la hantise se fait en parallèle avec la ville, et c'est vraiment très beau. Mais ce que Hugues voulait aussi surveiller et garder de tout heurte, ce sont les portraits de la pauvre morte. Des portraits à ses différents âges, éparpillés un peu partout, sur la cheminée, les guéridons, les murs. Et puis surtout, un accident à cela lui aurait brisé toute l'âme. Le trésor conservé de cette chevelure intégrale, qu'il n'avait point voulu enfermer dans quelques tiroirs de commode ou quelques coffrets obscurs, ça aurait été comme mettre la chevelure dans un tombeau. Aimant mieux, puisqu'elle était toujours vivante, elle, et d'un or sans âge, la laisser étalée visible comme la portion d'immortalité de son amour. C'est magnifique. Et on va rester sur quelque chose de magnifique avec ma lecture suivante, qui rentre dans mon challenge 12 livres pour 2026. Je vous avais fait une vidéo pile à lire en début d'année. 12 livres pour 2026, en fait, c'est 12 amies autrices qui m'ont chacune donné un livre que je dois absolument lire cette année. Et Colombe m'a demandé de lire sa pièce de théâtre préférée, Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Alors j'avoue là que j'étais un peu honteuse de n'avoir encore jamais lu Cyrano de Bergerac, parce que c'est quand même un classique qui n'a pas volé sa réputation, vous allez le voir. C'est la pièce de théâtre préférée de beaucoup de personnes, j'ai l'impression. Et encore une fois, je comprends. Et aussi, après, j'étais pas forcément non plus totalement passée à côté, parce que l'histoire de Cyrano, Christian et Roxane, elle est assez connue. Cette thématique de ce personnage amoureux, mais qui ne peut pas avouer son amour, et qui va donc avouer son amour à l'être aimé à travers la voix de quelqu'un d'autre. Cyrano qui prête sa plume à Christian, parce que Christian est beau, mais ignorant, alors que Cyrano est savant, une plume magnifique, mais considéré comme laid, voilà.
Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans dans d'autres récits. Ouais, c'est une histoire que j'aime bien, qui est passionnante, qui est tragique, que je connaissais aussi quand même par j'avais vu il y a plusieurs années le film, de Rappeneau, je crois, qui est sûrement l'adaptation la plus connue. J'ai pas vu la comédie musicale avec Peter Dinklage, j'ai peur d'ailleurs. Mais voilà, et j'ai adoré. Alors ce qui m'a marqué, qui m'a sauté aux yeux, c'est la façon dont est écrit le texte. Edmond Rostand, il est très précis, très, très précis dans, par exemple, au début de chaque acte, il y a 5 actes, il décrit vraiment tous les détails, de la scène, les décors. Donc je serais curieuse de voir, aller voir, trouver, visionner quelques mises en scène, voir comment ça a été choisi. Et vraiment, le nombre de personnages sur scène, l'avant-scène 1, donc acte 1, scène 1, on a le public qui arrive peu à peu, cavalier, bourgeois, laquais, page, Tirelaine, le portier, etc. Puis les marquis, Cuigi, Brissailles, la distributrice, les violons, etc., etc. Et c'est vraiment, il y a un fouillis sur scène, il y a plein de personnages là. En fait, l'acte 1, ça se passe au théâtre, et du coup, avant que la pièce, mise en abîme, avant que la pièce de théâtre commence, on va avoir en fait tout le public qui s'installe, et donc il y a les laquais avec qui accompagnent les valets, qui accompagnent leurs riches maîtres qui sont au théâtre, et celle qui distribue les boissons, l'autre qui distribue le programme, et là ça t'interpelle à tort et à travers, il y a 36 conversations à la fois. Mais j'adore cette vie, etc. Et j'adore comment le personnage de Cyrano est teasé, on va dire, et annoncé avant qu'il arrive, parce qu'il dit, ah, est-ce que Cyrano va apparaître ce soir? Parce que Cyrano déteste le comédien vedette de cette pièce de théâtre, et il interdit de remonter sur scène. Et là, il remonte sur scène, donc on s'attend que Cyrano débarque pour lui foutre une raclée. Et donc, et là, c'est en fait, j'aime bien comment on a déjà des échos de Cyrano, une idée de Cyrano avant qu'il apparaisse vraiment, et ça prépare vraiment l'entrée du personnage, et on n'est pas déçu. Et là, après, enfin, j'adore aussi, les personnages sont très attachants, que ça soit Cyrano, qui a du panache, quoi, qui est aussi drôle que touchant. Il a aussi ses défauts, il est vraiment un peu un but de lui-même, dans tout ce qui est sa plume, quoi. Et il sait qu'il écrit magnifiquement bien, mais d'un côté, il va se rabaisser par rapport à son physique, puisque Cyrano, c'est connu, il a un très grand nez. Et à cause de ça, il considère qu'il ne pourra jamais être aimé de Roxane, la femme qu'il aime depuis des années. Et Roxane, j'ai eu plaisir à la découvrir, parce que même si elle est présentée comme cette belle femme qui est courtisée, etc., elle n'est pas du tout, comment dire, j'ai plus le mot, superficielle. Purée, Nina, il est parti où? Ça va pas la tête. Elle n'est pas aussi superficielle que j'aurais pu croire. Au contraire, en fait, elle accorde beaucoup d'importance aux paroles, à la façon dont on va lui déclarer son amour. Et c'est pour ça, même si Christian a attiré son œil parce qu'il est joli garçon, la première fois que Christian va lui faire la cour et qu'il n'est que lui-même, elle se désintéresse très vite. Et après, donc, bien sûr, il y a cette scène très connue au balcon où, en fait, il fait noir, donc Roxane ne voit pas vraiment dans le noir qui s'adresse à elle. En fait, elle croit que c'est Christian qui lui parle en bas, et dans le noir, en fait, c'est Cyrano qui lui fait des déclarations d'amour magnifiques. Et bien sûr, l'acte 5, bon, j'en dis pas trop si jamais vous n'avez jamais entendu parler de l'histoire de Cyrano de Bergerac, mais cet acte 5 me fait, waouh, il y a des tirades, des répliques qui m'ont vraiment fait pleurer. C'est ça, et j'ai ri, parce qu'il y a des pics, il y a des punchlines dans Cyrano. J'ai ri, j'ai été aussi attendrie. Il y a le personnage du pâtissier, charcutier, enfin, qui est poète, et du coup, sa charcuterie et pâtisserie, etc. Il y a sa femme qui veut vendre, et il y a tous les poètes qui viennent déclamer leurs vers, et lui, il fait des vers en même temps qu'il cuisine. Enfin,
avec son rôti et ses petits beignets, quoi. J'adore. Et puis c'est écrit en vert aussi, Cyrano, très important. Donc ça rajoute à la beauté de la plume d'Edmond Rostand, c'est que ça arrive, ça coule, c'est comme une musique à l'oreille, c'est vraiment très beau. Voilà, par exemple, la réplique qui m'a fait pleurer à ce moment-là, parce que quand tu suis toute cette histoire sur 5 actes et que tu arrives à ce moment-là, ça fait quelque chose. Oui, j'ai dit, excusez-moi, mais c'est aujourd'hui samedi, jour où je dois me rendre dans certaines demeures. Rien ne m'y fait manquer, repasser dans 1 heure. Roxane. Eh bien, cette personne attendra pour vous voir. Je ne vous laisse pas partir avant ce soir. Cyrano avec douceur. Peut-être un peu plus tôt faudra-t-il que je parte. Et si vous savez le contexte de cette scène. Bref, j'ai tellement aimé. Bon, je savais que j'allais pas être déçue, hein. Mais merci Colombe de m'avoir forcé à le lire enfin. Et donc première lecture de ce challenge 12 livres pour 2026, et bah une réussite. Le deuxième aussi a été une réussite. Je vous tease un peu un prochain date lecture pour que je vous répartisse ça. Je vais essayer de faire un livre, un livre par mois, vraiment. Et voilà. Ensuite, je vous disais que parmi mes 4 livres que je voulais vous présenter, il y en a un que j'ai lu toute fin 2025. Il s'agit du 2e tome de Peau d'âne, donc le livre 2, L'Hébresse de la Reine, d'Aude Ziegelmeyer. Je vous avais présenté le tome 1 dans un précédent date lecture que je vais vous remettre en haut. Tome 1 que j'avais adoré, je l'avais vraiment dévoré, beaucoup aimé. C'est parce que c'est à la fois une réécriture de Peau d'âne, comme son nom le laisse deviner, mais il y avait également plein de références à d'autres contes et récits médiévaux. Par exemple, ça se passe au royaume de Roncevaux. Un des personnages s'appelle Roland. Si vous connaissez l'ascension de Roland, bah, Roland, neveu de Charlemagne, meurt dans le Val de Roncevaux. Donc moi j'aime bien ces clins d'œil. Il y a aussi d'autres références à d'autres contes, le petit chaperon rouge, un peu la bête du Gévaudan. Et surtout c'est un conte, c'est un récit, un récit, le lapsus révélateur, c'est ça, c'est une réécriture de conte qui aborde aussi la thématique du female rage. Donc vraiment cette rage féminine, puisqu'on suit donc Blanche, qu'on voit ici, en couverture, qui est confinée en fait dans ce palais littéralement doré, d'or de Roncevaux, sous un père tyrannique qui, si vous connaissez Peau d'âne, vous savez ce qu'il va essayer de faire. Et donc, quand elle va fuir ça, elle va vraiment suivre une transformation aussi bien symbolique que réelle, physique, avec la figure de ce double qu'elle va incarner, ce double de sanguinaire, cette bête, d'où l'idée de female rage. Donc il y a une dichotomie intéressante entre le côté un peu les dorures, les contes, etc., et les scènes assez violentes, gore, de cet alter ego de Blanche. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, et aussi grâce au personnage du fou, encore une fois, référence à la vidéo que j'ai ferai un jour sur les bouffons dans la littérature. Là, on apprend plus en fait dans ce tome 2. Alors, je vais pas m'attarder trop longtemps parce que si vous n'avez pas lu le tome 1. Ce tome 2, voilà, qui est dans la continuité, c'est la suite du coup de la reconstruction de Blanche, après cette forme de colère carrément éclatée, et qui va revenir en elle, mais est-ce qu'elle peut réussir à l'éteindre à un moment donné? Et je dis l'éteindre parce que l'hébresse dans le titre a vraiment une symbolique et un rôle dans l'histoire. Et aussi le personnage de fou, dont on va apprendre le prénom et le passé un peu plus en détail, il va plus être développé là, qui va aussi évoluer, puisque en tant que fou, il était condamné, en fait, c'était le prisonnier du roi, et il devait être, vraiment, c'était une humiliation constante d'être son bouffon, quoi, en fait, devant les autres, quoi. Donc, est-ce qu'il peut dépasser cette humiliation, cette torture psychologique qu'il a subie depuis l'enfance? J'aime beaucoup leur duo, c'est pas pour rien que je l'ai mis dans meilleur couple dans mes Book Awards, voilà.
J'ai beaucoup aimé comment leur relation évoluait. J'ai beaucoup aimé aussi les autres personnages, que ce soit Margot, qui est la cousine de Blanche, qui est une conteuse, qui est une bâtarde d'un noble, donc il y a aussi cette interrogation sur sa place à la cour aussi, son identité, et Roland qui est aussi un chevalier, on comprend qu'il est le bâtard aussi d'un noble. Donc vraiment, c'est la notion d'identité, de lien de sang et tout. Alors, après, si je devais dire un défaut, alors ce tome 2, il est scindé plutôt en deux parties. Toute la première partie, donc au moins la bonne moitié du roman, c'est les 4 personnages qui avancent en fait de royaume en royaume parce qu'ils doivent se rendre à un endroit avant telle date, une échéance. Donc il y a des péripéties sur la route, ils vont être retardés, ils vont avoir voilà. Et après, une fois qu'ils arrivent sur place, là, j'ai plus aimé parce que on va être dans le lot, les révélations vont plus s'enchaîner, les confrontations qu'on attendait depuis longtemps vont arriver enfin, ça va exploser tout ça. C'est le moment vraiment culminant, le dénouement, c'est aussi très cathartique encore une fois, cette idée de female rage. Donc j'ai plutôt préféré la deuxième partie et après ça reste du young adulte, hein. Je vous parlais, je crois, dans mon avis sur le tome 1, que des fois il y a des scènes assez violentes, assez gore quand même, il y a quand même des têtes qui sautent et des têtes qui se font croquer par la bête, vous voyez? Et c'est décrit. Et d'un autre côté, il y a ce côté-là qui fait adulte pour le coup, et il y a d'autres aspects qui font plus jeunesse. Surtout qu'on est dans la tête de Blanche la plupart du temps, et des fois, Blanche, il y a des choses qui semblent évidentes au lecteur, je pense. Enfin, c'était le cas pour moi, et j'ai mis ma main sur le micro, je vois que je suis pas d'habitude. C'était le cas pour moi, je pense pas être la seule, mais des fois, il y a des trucs, enfin, il y a des plot twists pour Blanche, mais toi, en tant que lecteur, tu les vois arriver de loin, tu dis, mais c'était évident, et t'as envie de la secouer, mais regarde, c'est ça, mais tel personnage n'est pas qui il prétend être. Et il y a plein de révélations sur des identités de personnages, je dis, enfin, moi, il y a la révélation sur l'identité d'un personnage dedans, je le sais depuis la fin du tome 1, tu vois. Mais mais ça, c'est pas la faute du roman lui-même, en fait, c'est plutôt, il est caractérisé genre adulte, young adulte, pardon. Donc, ça va avec, en fait. Donc j'ai pas non plus à reprocher à un roman young adulte d'avoir des caractéristiques plus adultes, voilà. Et clairement, ça ne m'a pas dérangée dans ma lecture. Donc ça reste une très bonne lecture. Je préfère quand même le tome 1 dans l'ensemble, mais la suite à la hauteur. Et puis il y a quand même des scènes vraiment qui m'ont fait waouh, j'ai ressenti plein d'émotions, que ça soit c'est vraiment cette chose cathartique. J'étais en mode vas-y, mais crie, exprime ta rage. Et de l'autre côté où j'étais touchée, de l'autre côté je suis ah enfin un peu d'apaisement. Oui, oui, c'est vraiment la conclusion d'une duologie qui est très satisfaisante, et je suis très contente parce que il y a quelques bribes du passé des personnages, enfin des parents des personnages qui sont évoqués, et en fait s'est révélé à la fin qu'il y aura bien cet automne là, il y aura un préquel sur la mère de Blanche et un autre personnage féminin qui est un des antagonistes. Voilà, donc j'ai trop hâte. Et enfin, je voulais terminer avec une lecture que j'ai finie tout récemment et qui fut vraiment une très très bonne découverte. Je n'en doutais pas parce que j'avais rencontré l'autrice aux Dernières Imaginales et on avait bien sympathisé. Donc je lui avais pris son roman. Donc il s'agit La laideur de la lune. Donc elle est magnifique la couverture. Dorian Dardre, je crois que c'est dit Dardresse. Moi j'ai tendance à dire Dardresse, je sais jamais. Qui est là chez l'Alchimiste Édition, qui est son premier roman, qui s'est quand même fait remarquer déjà. Et là récemment, elle a sorti chez Naos Noir sont les âmes. Attendez, je regarde là. Noir sont les âmes perdues. Il est dans ma bibliothèque, ça sera une de mes prochaines lectures parce que j'ai adoré La laideur de la lune. Alors, faut savoir que La laideur de la lune, comme vous pouvez peut-être le deviner à la couverture, au titre, c'est une histoire de loup-garou. Et il faut savoir que les loups-garous, c'est pas forcément un type de créature qui m'attire. Moi, je suis plus sang-froid vampire. J'ai lu très peu d'histoires de loup-garou. J'ai lu que la captive de Dunkelstadt de Magali Lefebvre, et donc celui-là maintenant.
où à chaque fois le loup-garou est une femme d'ailleurs. Pour m'attirer vers un truc qui m'attire pas forcément et en plus me le faire aimer, mais je le dis chapeau Oriane parce que ça fut une vraie réussite. Je pense déjà, je sais déjà qu'il sera nommé dans mes Book Awards de l'année prochaine dans les meilleurs espoirs, donc dans les meilleurs premiers romans, et peut-être qu'il le gagnera, je sais pas, mais waouh! Et alors, l'histoire, parce que je m'emballe là. On suit donc une jeune femme de 26 ans de mémoire, qui s'appelle Aline, qui est originaire du nord de la France, comme l'autrice, du coup, j'aime beaucoup. L'ensemble de l'intrigue se passe dans le nord, et près de Calais et tout. Et donc, Aline, on la découvre, elle vit à Paris, elle est, le roman commence, il y a des espèces de monstres, de ghouls qui essayent de la bouffer, quoi. Et du coup, ça commence par une scène d'action assez violente, un peu gore. Il y a des petits boyaux, des petites entrailles, quoi. Et elle est aidée, en fait, par Célestine, une sorcière. En fait, il y a un peu, Aline, en tant que loup-garou, peut aller dans des endroits où que Célestine peut pas, parce qu'ils sont dangereux. Et elle, en contrepartie, Célestine, elle l'aide, en fait. Et un jour, elles vont rencontrer Nour, qui est une jeune fille, une empathe, qui est en danger parce qu'elle est victime d'un dévoreur d'âmes qui s'appelle Michael. Et Michael, en fait, il a connu Aline par le passé. Ils ont eu une relation très, très particulière et difficile. Aline a dû simuler sa mort pour s'enfuir, et là, maintenant, elle va devoir, pour sauver Nour, faire face à ses propres démons, à son propre passé. J'ai vraiment adoré, que ce soit la plume d'Oriane qui est très très efficace, la façon dont décrit, c'est, alors, les anglophones, ils ont un mot, c'est raw, R-A-W. Oui, c'est cette violence, cette brutalité, vraiment, on sent les coups. Quand Aline, elle combat, on sent les coups, on sent sa métamorphose physique, parce qu'on sent sa mâchoire qui se... Ah, je vais vous montrer, j'ai une illustration. Sa mâchoire qui comme ça grandit, se déboîte pour ses crocs, ses griffes, ouais, si vous voyez bien. C'est vraiment une transformation qui est toujours viscérale et qui est très, très dure. Elle est marquée, elle a des cicatrices vraiment qui sont restées, même si elle peut cicatriser et se remettre de ses blessures. Il y a quand même quelque chose, c'est vraiment ancré dans sa peau, son passé et tout ça. Et puis ça alterne entre cette quête pour sauver Nour et les propres souvenirs d'Aline qu'elle griffonne dans un cahier. Donc il y a là où c'est à la première personne où elle raconte son passé, le moment où elle a été transformée quand elle avait 11 ans, juste avant d'entrer en 6e, jusqu'à ses 16-17 ans. Et pareil, c'est un passé qui est très dur. Déjà que c'était une petite fille qui était mal dans sa peau, puis il y a la transformation en loup-garou, quelque chose qu'elle subit, qu'elle n'a pas choisi, qu'elle va vivre comme une injustice parce que la personne qui va la transformer va la transformer et après elle va disparaître. Donc elle peut même pas avoir quelqu'un sur qui se venger en mode tu m'as fait ça parce que la personne n'est plus là. Et qui est lié aussi avec le mal-être adolescent, ce qu'on retrouve dans d'autres œuvres comme dans Ginger Snap par exemple, vraiment la transformation féminine à l'adolescence, à la puberté, avec la transformation en loup-garou, le motif de la lune qui revient. Voilà, ça j'ai adoré. Et puis bien sûr ce tournant dans sa vie, c'est quand elle est enfant, quand elle rencontre Michael et ses frères, les dévoreurs d'âmes. Franchement, c'est une des premières lectures de l'année, mais ça fait longtemps que je n'avais pas lu un antagoniste comme ça, et je pense que ça pourrait peut-être être mon antagoniste préféré de l'année. Je sais pas en fonction de ce que je vais dire plus tard, mais voilà, Michael, en fait. Alors déjà, dévoreur d'âme, alors c'est désigné comme ça, mais clairement, c'est l'équivalent un peu d'un vampire. J'ai beaucoup aimé déjà comment c'est mis en parallèle avec la figure du loup-garou, parce que souvent c'est un peu, vous savez, c'est vampire contre loup-garou, un peu comme dans Twilight ou Underworld. Là, j'ai vraiment aimé en fait la relation qui se noue entre un vampire, dévoreur d'âme, et un loup-garou. Et surtout, j'ai aimé comment ce vampire, même si encore une fois le terme vampire n'est pas là, mais il y a des scènes où ils boivent le sang de leur victime, donc c'est ça. Mais justement, c'est ça en proposant autre chose. Et ce qui est brillant
dans ce que propose Oriane, c'est que Michael, le personnage de Michael et ses frères, et surtout la relation que Michael noue avec Aline dès le plus jeune âge, c'est en fait une métaphore magistrale des relations toxiques. Puisque ces dévoreurs d'âmes, et leur nom est très bien trouvé, c'est en fait, avant de sucer le sang de la victime, donc sur littéralement l'énergie vitale, ils vont sucer en fait autrement en fait. C'est ce côté-là très séducteur, pervers, narcissique, hem, qui va être hyper séduisant. En plus, ils ont pas de forme physique, figée en fait, ils apparaissent heu, à leur victime comme leur l'idéal en beauté de la victime. Donc c'est cette manipulation déjà qui est fait, et puis ils vont tu sais, ils sont manipulateurs, mais vraiment le pervers narcissique, tu vois? Et qui va te couper en fait des autres, qui va t'isoler parce que tu vas l'idéaliser, tu as besoin de lui, il est là pour toi quand tu as des problèmes et tout. Et puis une fois que tu commences, ça y est, que tu es complètement sous son emprise, ça l'emprise, et bah là, il est trop tard. Et le fait qu'on ait surtout ce développement du point de vue d'Aline dans son passé, à un moment en plus où elle va mal parce que, bah, elle peut révéler à personne qu'elle est un loup-garou. Voilà, donc dans sa famille, ça se passe mal, à l'école, ça se passe mal, elle est victime d'harcèlement, tout ça. Mais il y a Michael qui est là, qui la protégera toujours et qui veut lui faire ressortir ce qu'elle a le plus de meurtrier en elle en tant que loup-garou. Franchement, c'est ouah, et tu sens l'influence de cette toxicité, cette emprise dans l'âge adulte, c'est tellement magistralement écrit, j'ai adoré. Encore une fois, c'est des scènes difficiles, hein, parce que, pour le coup, l'antagoniste, ce qui est brillant dans cet antagoniste, c'est, ce qu'il fait, ça relève pas du surnaturel. Ce qu'il fait, en fait, le mécanisme d'emprise, c'est quelque chose qui existe vraiment. En fait, elle utilise la figure surnaturelle du vampire dévoreur d'âmes, cette goule quoi, ce succube, non, succube c'est un cube, c'est un cube pour les personnages masculins. Heu, c'est des mécanismes vraiment réels en fait. Donc et d'ailleurs, je rebondis sur le fait, je dis personnage masculin parce que c'est précisé de mémoire dans le texte que les personnages, enfin les dévoreurs d'âmes dévoreurs d'âmes ne sont que des hommes, ils ont que des formes masculines. C'est hyper intéressant. Ça dit quelque chose aussi. Et il y a des scènes vraiment qui sont à glacer le sang, quoi. Et j'ai beaucoup aimé en parallèle le parcours d'Aline, son caractère. C'est un personnage féminin qui est dur à cuire, mais qui est aussi qui est très colérique. Là, on est encore sur du female rage. Euh, mais d'un autre côté, elle va tout faire pour, elle va se battre. Pourquoi elle repart, vers Michael, sachant qu'elle avait réussi à le fuir 10 ans auparavant? Parce qu'en fait, elle veut sauver Nour, parce que Nour qui est complètement, sous l'emprise de ce dévoreur d'âmes et qui au point, où si on fait rien, elle va mourir. Il lui a déjà dévoré, une partie de ses doigts, quoi. Donc voilà, je vais vous lire un paragraphe que j'avais noté parce que ça représente bien cette volonté de fuir, mais de savoir le mal qu'il représente, le mal qu'il lui fait, mais pourtant ce besoin toujours de l'avoir quand même, parce que c'est mieux que rien, et dans sa douleur, c'est comme un réconfort qui est propre en fait à cette relation d'emprise. Voilà, elle écrit là, c'est Aline qui parle. Je suis incapable de penser que Michael et moi n'avons jamais été véritablement amis, que dès le début tout était faux. Il y avait quelque chose en lui à l'époque, quelque chose de foncièrement humain qui subsistait encore, malgré toute la monstruosité que ses frères lui inculquaient méthodiquement. Je n'arrive pas à concevoir les choses autrement. Et c'est pour ça que je suis une pauvre conne. Jour après jour, nuit après nuit, chaque fois que je me retrouve seule dans mon lit sans pouvoir trouver le sommeil, je ne fais que ressasser des années de ma vie où, noyée dans un océan de souffrance, j'ai connu les miettes d'un bonheur grisant. Et ce faisant, je creuse ma propre tombe en m'étouffant avec le poison d'une nostalgie absurde. C'est très beau. Elle a une plume très incisive, des fois très, voilà, très violente, voilà, cette pauvre conne, je suis qu'une pauvre conne, mais c'est à la fois très beau, très,
ah ouais, elle touche des fois les nerfs à vif, mais justement, c'est ça qui est bien et c'est une lecture que j'ai pris du temps. Alors parce que déjà alors déjà, les pages, elles sont assez chargées finalement, je m'en suis pas rendu compte, mais aussi parce que c'est dur ce que de revivre ça à travers Aline et c'est comme je dis, c'est cette violence viscérale et psychologique que j'avançais petit à petit dans son histoire et je lisais un chapitre, je prends mon souffle et le lendemain je reprenais et j'avais besoin de la retrouver, mais je pouvais pas lire d'une traite non plus. Ouais, pour un premier roman, c'est brillant et j'ai encore plus hâte de découvrir ce qu'elle a fait d'autre. Donc lire son deuxième roman, qui revisite aussi une figure de vampire dedans, mais autrement, d'après ce que j'ai compris. Et voilà, en tout cas, je vous incite même à découvrir La laideur de la lune d'Oriane, et je pense que c'est une autrice francophone qui ira loin, en tout cas, elle le mérite. Et voilà, j'ai fini cette date lecture qui aura encore duré 1 heure. C'est pour ça que j'ai limité à 4 livres. J'espère qu'il vous a plu, que vous êtes content de retrouver ce format. Je vous avoue que pour moi, c'est aussi facile de temps en temps c'est plus simple de tourner une vidéo update. Il y a moins de montage à faire, j'ai juste à me poser et vous parler de mes lectures. Parce que, bah, clairement, par exemple, la dernière vidéo que je vous ai fait, ça m'a coûté des heures et des heures de recherche, de lecture, tournage, montage, et finalement, bon, bah, c'est pas ça qui fait le plus de vues, hein. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir mon dernier essai vidéo parce qu'il est passé complètement inaperçu. Je sais pas ce que j'ai fait de mal ou, enfin, l'algorithme YouTube a décidé de l'enterrer, quoi. Mais voilà, de temps en temps, j'ai envie de reprendre parce que surtout qu'en 2026, dans mes résolutions, c'était de reprendre la lecture davantage. Et donc là, je suis partie sur un bon rythme. Donc voilà, les updates vont revenir peut-être un par mois minimum, peut-être plus même. Est-ce que parmi les livres que je viens de vous présenter, il y en a que vous avez lus? Est-ce qu'il y en a qui vous intéressent, que je vous ai donné envie de lire ces livres? Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous avez fait de belles découvertes livresques depuis janvier, en ce début d'année? Pareil, dites-moi tout, faites-moi découvrir aussi vos lectures phares. Je vais arrêter de parler. Je vais me remettre à la lecture. Je suis en train de lire Catabasis de Rêve Kwang, là, et à l'écriture, surtout. Je vous fais de gros bisous. Si jamais... j'ai oublié, à chaque fois, il faut aller pour faire marcher le référencement. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et pourquoi pas partager cette vidéo. Allez voir ce que je fais d'autre, que ça soit mes autres dates lectures ou mes essais vidéo. Voilà, j'ai fait ma pub. Maintenant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis normalement à la semaine prochaine, si je me trompe pas dans le planning, pour une rétrospective de ma vie de lectrice. Une vidéo que j'ai hâte de vous tourner. Et à bientôt. Bisous!